Bonsoir, Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane. Alors Éloi, c'est très chaud parce qu'en fait, on a fini Bastia, finalement, un grand moment assez éprouvant finalement. Et maintenant, déménagement de Canal Web, donc nouveau studio ce soir. Nouveau studio, donc très joli studio, très beaux locaux. On est près des Champs-Élysées, sur la place de l'Étoile. Donc on est bien installé. Nouvelle adresse aussi. Nouvelle adresse, 20 rue Troyon. 17e, pas mal quoi. Ouais, on est bien sur 3 étages. On se sent bien dans ces nouveaux studios, donc pour faire une émission relookée en fait. Relookée, et très bientôt on aura donc la possibilité aussi d'avoir un studio avec du public. On pourra peut-être avoir des gradins. Enfin bon, c'est pas pour tout de suite, mais ça risque d'être dans un mois à peu près la possibilité. Donc pourquoi pas de vous inviter si vous êtes sur Paris ou la région parisienne, éventuellement d'assister à l'émission en direct, comme chez Nagui. Oui, tout à fait. Donc Diagonale, nulle part ailleurs. Voilà, alors l'actualité, Éloi, c'est ce fameux match Vladislav Tkachev contre Van der Wiel. Ce qu'on peut noter avant de parler de ce match, c'est le dynamisme du club de Cannes, puisque c'est pas le premier match de Tkachev cette année. Cannes qui s'avère d'être une grande place forte des échecs en France, des festivals, avec un président de club très dynamique. Oui, le président de club, donc Damir Levasic, que je connais très bien. Qui est vraiment très jovial, très familial, très joyeux dans la vie de tous les jours, et également un président de club hors norme, puisqu'il organise donc non seulement le Festival des Jeux depuis une dizaine d'années déjà, donc très beau tournoi d'échecs, il y a l'Open, il y a des matchs de temps en temps, exhibitions, spectacles, il a une équipe en National 1, et en plus il est parfait quoi, Damir, il est très bien. Que dire de plus? Voilà, ils ont donc un nouveau petit jeune au club de Cannes Échecs, qui est donc Vladislav Tkachev, qui est donc maintenant un peu comme il est chez lui à Cannes, il a un appartement là-bas, donc il est plus ou moins naturalisé cannois, il se met à parler français, et le club de Cannes lui organise des matchs. Donc notamment, il avait joué contre Alberto David il y a à peu près 1 mois et demi de ça. Alors Alberto David, numéro 1 luxembourgeois. Alors pourquoi ils organisent ces matchs? Parce qu'ils veulent pousser Vladislav à rentrer dans le top 20 mondial. Actuellement, il n'en est pas loin, puisque je crois qu'il est dans les 40 premiers. Et ces matchs vont lui permettre, s'il fait des bons résultats, ce qui semble être le cas, il a déjà écrasé Alberto David, et là il est très bien parti contre Van der Wiel, et s'il confirme ce résultat, il va progresser au classement, et donc se retrouver parmi les 20 meilleurs joueurs du monde. Oui, c'est ça. Donc le principe du classement Elo est le suivant, c'est quand on bat un adversaire, quelle que soit sa force, on gagne des points, tout simplement. Donc le but des matchs, c'est simplement de jouer des parties, en même temps transformer ça en spectacle pour faire venir le public. Donc ça fait un peu un double effet, c'est-à-dire que d'une part ça médiatise un peu le jeu, puisqu'un match c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est pas un tournoi, c'est 2 joueurs qui s'affrontent, ça fait 2 blocs, toute une psychologie qui se met en place. C'est donc très très intéressant un match d'échecs à suivre en tout cas. Et donc l'autre côté plus concret, c'est que Vladislav Tkachev est en pleine forme, joue très bien en ce moment, et donc essaie de gagner le plus de parties, donc de points possibles, pour aller de plus en plus haut dans le classement mondial. Alors pour connaître ces 2 joueurs, ce qu'on peut noter aussi, c'est que Diagonale maintenant est diffusé sur un portail sportif, et sur ce portail sportif, on a accès à des interviews et des photos de Vladislav Tkachev, de Van der Wiel contre qui il joue. Et il y avait aussi des interviews d'Étienne Bacrot et de Judith Polgar pour leur match contre Bastia. Alors peut-être on peut annoncer ce nouveau site qui diffuse notre émission. Oui, donc il s'agit de sport24.com. Sport24.com. Tu l'as déjà mentionné. Ouais. Et effectivement, vous découvrirez là-bas des interviews réalisées par Jean-Luc Chabanon, qui est actuellement notre journaliste le plus efficace, le plus actif, qui a fait des très très bonnes interviews, notamment d'Étienne Bacrot, de Vladislav Tkachev, et donc depuis hier en ligne, interview de John Van der Wiel, le boucher, comme on l'appelle dans le jargon. Le boucher hollandais, oui. Donc sur sport24.com, je vous invite à y aller, puisqu'il y a donc des informations complémentaires sur ce match, et aussi des interviews d'Étienne Bacrot, donc rendez-vous sur ce portail. En attendant, et avant de démarrer l'analyse de la deuxième partie du match entre Vladislav Tkachev et John Van der Wiel, je vous invite à voir une interview que nous avions réalisée au mois de février, si mes souvenirs sont bons, donc de Vladislav Tkachev, une interview que nous allons vous passer maintenant pour remettre un petit peu Vladislav Tkachev devant vos yeux. C'était au tournoi d'Anguin-les-Bains, donc il va parler un petit peu de ce tournoi, puis de façon un peu plus générale, on va parler un peu de Vladislav Tkachev. Voilà, si on peut envoyer cette interview
Bonjour pour Canal Web, Stéphane Laborde ici en direct d'Enghien. Nous recevons maintenant un des tout meilleurs joueurs du monde puisqu'il est numéro 34 mondial. L'an dernier au championnat du monde, il termine en 8e de finale. Il vient du Kazakhstan. Il est maintenant inscrit sur les listes françaises puisqu'il vit en France. C'est le grand maître international Vladislav Tkachev. Bonsoir Vladislav. Bonsoir. Donc Ladislav, tu joues ce tournoi d'Enghien, donc qui est le plus fort tournoi en France organisé depuis maintenant 10 ans, et tu es le deuxième plus fort joueur de ce tournoi. Oui, donc je pense que ce sera un tournoi très intéressant parce que la liste des participants est comme un mélange de joueurs de plusieurs types. Par exemple, il y a des joueurs vraiment expérimentés comme Beliavsky, comme Salov. Et il y a des joueurs qui comme les très jeunes espoirs du monde d'échecs, c'est Ponomarov et Etienne Bacrot. Donc ce serait très intéressant, je pense, parce que c'est très imbalancé, on peut dire, oui. Et un bon début de tournoi, je crois. Oui, c'était pas mal parce que j'ai fait un nul dans la première ronde, j'ai gagné dans la deuxième contre les joueurs vraiment forts. Oui, je pense que j'ai commencé pas mal, mais on verra après, oui. Donc nul en fait contre le plus fort joueur du tournoi, en fait Valéry Salov, je crois. J'ai fait un nul contre Salov, j'ai joué déjà contre lui à Groningen, il y a un an, au championnat du monde. J'ai réussi de gagner un match contre lui, mais quand même, il est très fort. C'est sûr parce qu'il a été le 3e mondial à l'époque. Donc, je comprends qu'il est vraiment fort. Donc, pour vous, maintenant que vous avez fait nul contre le plus fort joueur du tournoi, quel peut être votre objectif final? Est-ce que vous voulez gagner ce tournoi? Vous positionnez comme vainqueur possible de ce tournoi? Oui, évidemment. C'est pourquoi je suis venu ici, pour gagner ce tournoi. Donc, pour tenter à gagner ce tournoi. Alors vous avez aussi récemment fait un exceptionnel tournoi à Cannes, puisque vous avez gagné le tournoi de Cannes, il me semble, avec je crois un départage final en finale qui était remarquable, puisque vous avez battu votre adversaire dans un blitz de départage. Oui, exactement. Et en général, c'était un tournoi très intéressant parce que s'il y a 2 nuls dans les parties rapides, il fallait jouer les parties en blitz. Et peut-être vous le connaissez, j'aime beaucoup de jouer en blitz. Et les choses les plus intéressantes étaient que j'ai joué au final contre mon grand ami, mon ami depuis 10 ans, Murtaz Kashgaliev, qui est venu du Kazakhstan aussi, qui est mon entraîneur, qui est mon ami, donc. Et j'ai réussi de gagner avec en blitz, mais en fait j'ai eu de la chance parce que c'était très dur. Peut-être il y a le plus pas désagréable, mais c'est à l'adversaire pour moi, mais je veux dire que c'est très difficile, très dur de jouer contre quelqu'un qui te connaît très bien. Ouais. Oui, c'est difficile de jouer toujours contre un ami, comme on peut le voir au tennis, quand les joueurs qui se connaissent un peu jouent ensemble. Oui, parce que c'est vrai que pour être à l'esprit de gagner, il faut devoir l'esprit combattant, oui, et contre ami, c'est difficile. Alors ici à Enghien, vous vous positionnez comme vainqueur possible. Quels sont, d'après vous, les outsiders, disons les joueurs pour vous qui vont être les plus dangereux dans ce tournoi? Donc surtout, il n'y a pas d'outsider, c'est sûr. Parce que après le deuxième round, c'est devenu clair qu'il n'y a pas d'outsider. C'est complètement clair. Et les favoris sont, je pense, Sadler, les gens, tous les deux, Ponomarov et Bacrot, et je pense que Beliavsky aussi. D'accord, donc un tournoi en tout cas qui s'annonce serré. Beliavsky qui est une star des échecs mondiaux depuis très longtemps, puisqu'il a 47 ans, il a déjà été quart de finaliste du championnat du monde. C'est peut-être l'adversaire le plus difficile. Salov. Valéry Salov. Oui, Valéry Salov, mais c'est complètement vrai, c'est ce que vous avez dit, mais le seul problème est qu'il n'a pas joué presque l'année passée. Il n'a pas beaucoup de la pratique maintenant. Donc et après un tel long repos, oui, c'est très difficile de revenir aux échecs. C'est très difficile parce que donc vous pouvez perdre le sens des échecs. Donc je pense que peut-être Sadler et les autres ont plus dangereux comme les vainqueurs possibles du tournoi. Alors cet après-midi, vous entamez donc la 3e ronde contre je joue contre Beliavsky. Et donc avec quelle couleur de pièce? Avec les blancs. Et donc quel est votre pronostic pour ce match? Donc je vais essayer, je vais tenter, mais personne connaît qu'est-ce qui est possible.
D'accord, donc en tout cas très bon début de tournoi, 1,5 point. Donc Vladislav Katchev qui maintenant vit en France. La France vous accueille depuis maintenant 1 ou 2 ans. Vous êtes premier sur la liste française tout en étant de nationalité encore du Kazakhstan. Vous aimez la France ? Oui, j'aime la France. Je peux dire que j'aime la France peut-être à cause d'une longue tradition que les Russes sont très prochement liés avec les Français, peut-être à cause de cela, mais j'aime la France, c'est sûr. J'habite à Cannes depuis 2 ans déjà, donc surtout j'aime beaucoup les Côtes d'Azur et Paris. Alors sur internet, on a vu sur le site d'Anguin, notamment vous aimez la France, mais je crois que les Françaises aussi vous aiment bien, puisqu'il paraît que vous plaisez beaucoup aux jeunes filles d'Anguin. Donc j'espère, oui. Vladislav Katchev, merci. C'était en direct d'Anguin, une interview du numéro 34 mondial qui joue ce tournoi d'Anguin exceptionnel en France. Stéphane Laborde depuis Anguin. À vous les studios, à vous Cognac G. Voilà, alors à vous Cognac G, évidemment, c'est plus d'actualité, Edouard. Et oui, suite au déménagement. Voilà, alors peut-être on va démarrer donc cette analyse de partie. Donc c'est la deuxième partie du match. Actuellement, Vladislav Katchev mène le match par 5 victoires à 2, ce qui est un excellent score contre un des joueurs quand même reconnus comme étant parmi les plus forts du monde. Oui, disons que Van der Wiel est de l'ancienne génération quand même. Il faut rester relatif. Van der Wiel fait partie des joueurs qui ont cartonné grave dans les années 80-85. Il jouait vraiment très bien, il gagnait beaucoup de tournois, il a joué plusieurs interzonaux. Donc Van der Wiel faisait partie des joueurs de l'élite mondiale il y a une quinzaine d'années. Maintenant, évidemment, il reste très fort, il a quand même des bases saines, il est solide, c'est un bon joueur. Mais c'est plus forcément ce que c'était. Donc on va voir maintenant cette partie. Je vous rappelle que vous allez pouvoir suivre cette partie avec nous sur la vidéo. On va marquer les cases et montrer par des flèches aussi les actions des pièces. Et vous pouvez aussi suivre cette partie sur notre applet Java en cliquant sur le bouton jouer qui est à droite donc de la vidéo et vous voyez un applet Java avec la possibilité de suivre la partie à votre propre rythme. Voilà, alors on va peut-être démarrer maintenant, si on peut incruster la partie sur la vidéo, par l'analyse de cette partie entre Vladislav Katchev contre John Van der Wiel, deuxième partie du match. Donc le match se déroule à Théoul-sur-Mer, donc près de Cannes. Voilà. Donc Vladislav Katchev, il ouvre par D4 ou E4 en fait. C'est un joueur très positionnel. On peut dire ça déjà sur ce joueur. Contrairement à ce qu'on pense, il calcule pas beaucoup. Il fait plutôt de la conception assez profonde. Et ça lui permet de jouer un peu de n'importe quel type de position. Il a une très bonne compréhension. Et notamment au niveau du jeu de pièces, il est très très efficace. Donc il peut jouer D4 comme E4. Donc le début, c'est pas facile de se préparer pour Van der Wiel déjà. Cavalier F6, C4, E6. Cavalier F3, B6. Donc là, on fait ce qu'on appelle un fianchetto, Stéphane. Oui, c'est-à-dire que le fou C8, ici, voilà, que tu pointes avec les cases, va pouvoir se positionner sur la case B7 et ensuite exercer une action sur la grande diagonale. L'idée pour les noirs étant de contrôler notamment la case E4 et empêcher les blancs de jouer leur pion du roi. Oui. Et ici, alors on joue le coup 4 A3. Dont le but est de lutter pour le contrôle de ces deux cases-là, D5 et E4, comme on l'a souvent dit dans la Nimzo. C'est-à-dire que le cavalier B1 va venir en C3 pour contrôler ces deux cases-là, pointées en rouge. Et le but de ce coup A3 est de contrôler la case B4 pour éviter que le fou F8 ne puisse venir ici s'échanger contre éventuellement le cavalier C3. Donc beaucoup de flèches dans cette position. Ouais. Mais l'idée positionnelle est simple. On se bat pour les deux cases D5 et E4, ici. A3, fou B7, et maintenant on sort naturellement le cavalier en C3. D5, donc là un peu de la lutte pour le centre, Stéphane. Donc les noirs réagissent au centre, donc maintenant avec leur pion ils contrôlent bien fermement la case E4, mais là avec le désavantage de boucher leur fou en B7. Leur fou B7, exactement. Donc ici d'ailleurs, Vladislav Katchev pose immédiatement la question à John Van der Wiel. Est-ce que tu enterres définitivement ton fou ou est-ce que tu me donnes le centre? Pourquoi? Eh bien, parce que en prenant ce pion en D5, les noirs doivent reprendre maintenant. Sinon, pour éviter la perte d'un pion. Alors si on reprend du pion, là, on aura un pion noir en D5, bloqué par le pion devant lui. Donc là, le fou sera définitivement fermé, pourra plus passer. Et si on reprend d'une pièce, on se retrouve en infériorité numérique au centre, c'est-à-dire c'est la partie, cavalier prend D5. Maintenant, les blancs ont 2 pions au centre, les pions D4 et E2, contre un seul pion qui est en E6. Donc ici, en posant cette question, John Van der Wiel décide de jouer un peu plus...
il cède le centre pour sauver l'efficacité du fou B7. 7e coup E3. Et maintenant, il va faire un truc intéressant. Il va jouer G6. Alors G6, alors en général, dans ce genre de position, c'est pas un coup recommandé puisque les noirs ont déjà joué le coup E7, E6, donc les cases noires peuvent s'avérer faibles. Oui, exactement. Donc imaginons un fou qui viendrait en G5, attaquant la dame. Toutes ces cases qui sont autour des pions, en fait, ne sont plus défendues par les pions. Donc les cases noires sont faibles. Mais l'avantage majeur, c'est quand même qu'on va lutter pour le contrôle du centre. On fait ce qu'on appelle un double fianchetto. C'est-à-dire qu'on va mettre ce deuxième fou-là, le fou F8, en G7, qui sera également sur la grande diagonale. Et avec ces deux fous croisés comme ça, dès que le centre commence à bouger, eh bien, il y a toujours un fou sur deux au moins qui sera très efficace. On ne peut pas fermer les deux diagonales. Ça, c'est un peu l'idée de ce qu'on appelle le double fianchetto. Ouais, c'est un contrôle à distance en fait des cases centrales. Un peu dans un style hyper moderne. L'hypermodernisme, d'ailleurs, qui date d'il y a au moins une centaine d'années, entre guillemets. Fou D3, cavalier prend C3, B prend C3, fou G7. Et là, quel va être l'enjeu de la position maintenant ? Je pense que le gros débat dans cette position, Vladislav Katchev est un spécialiste, c'est la prise du centre. Est-ce que les blancs vont réussir à avancer leur pion au centre ? C'est-à-dire que ce pion E3 a vraiment envie d'avancer ici pour laisser passer le fou en G5 et faire un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire commencer à taquiner les noirs sur ces cases noires-là, notamment la case F6. Voilà, envahir les cases noires et créer des faiblesses supplémentaires. Alors là, que vont faire les noirs pour se prémunir ? Ils vont faire ce qui se passe dans la partie. Donc là, Vladislav Katchev ne se dépêche pas, il joue un coup un peu surprenant, puisqu'il joue au 10e coup A4. Donc, alors un coup qui peut se comprendre dans la mesure où peut-être le fou maintenant, le fou de case noire des blancs on peut aussi estimer qu'on aura des difficultés à pousser ce pion du roi et donc ce fou peut se développer maintenant sur la case A3 ici contrôlant une diagonale qui a l'air quand même assez intéressante. Oui. Alors en fait c'est clair que là on profite complètement du fait que le fou avant en F8 a quitté son poste pour éventuellement essayer de se mettre dans cette grande diagonale là. L'autre idée positionnelle est que ce pion blanc est tout seul, et un pion tout seul, c'est pas bon, donc il va essayer de jouer éventuellement A5, c'est-à-dire avancer le pion, pour ensuite l'échanger, ce qui fera en fait un pion faible en moins. Et ouais, il aura une structure de pion plus harmonieuse avec un seul bloc. Voilà, les fameux pions compacts, très important. Petit roc, donc là chacun des deux camps met le roi à l'abri. Vanderville joue C5. Donc ça c'est un coup qui a pour but de miner le centre. On commence à essayer d'échanger des pions au centre pour un peu affaiblir ce bloc, puisque c'est un bloc fort pour les blancs. Disons que l'idée de C5 n'est pas forcément de prendre en D4, puisque le point D4 blanc est quand même fermement tenu par ces deux pions. C'est surtout de se prémunir contre l'avancée blanche, E3, E4, qui maintenant est impossible, puisque le pion D4 serait insuffisamment protégé. Donc en fait c'est un peu de la prévention. Vladislav Katchev joue 12 à 5. Donc là il fait exactement ce qu'on a dit, il va essayer d'échanger son pion faible. Sur quoi Vanderville continue logiquement à sortir ses pièces, avec Kelly D7. Et maintenant, c'est le moment, on joue E4. Et maintenant que le cavalier bouche la dame, le pion D4 est suffisamment défendu, on peut donc jouer le coup E3 E4. Ce pion D4 est attaqué deux fois par les pions C5, par le pion C5 et le fou G7, et il est défendu par le pion C3 et par le cavalier F3. Donc deux attaquants, deux défenseurs, ça veut dire que le pion n'est pas en prise, il est safe, il est secured. Prise, et là une petite anicroche tactique de la part de Vanderville qui déplie ses pièces avec un assez joli thème. Il joue donc cavalier C5 sur le thème du clouage. Au 14e coup donc. 14e coup sur votre applet si vous suivez par ce moyen. Le cavalier vient en C5 donc il est en prise par le pion. Et si ce pion venait malencontreusement à prendre le cavalier, là on voit que ce fou en G7 se réveille et vient manger méchamment la tour A1. Donc une tour est plus fort qu'un cavalier, ça on l'a déjà dit. La tour vaut 5, le cavalier vaut 3. Donc pion prend C5 est à éliminer. Donc ça a l'air très dangereux puisqu'on a l'impression que les noirs peuvent du coup essayer d'échanger le fou D3 par exemple, ce qui serait sûrement une bonne opération. Attaque aussi le pion E4. Oui, ça c'est très très important puisque c'est un pion central. Et le pion D4 aussi maintenant qui est attaqué par la dame et par le fou. Et le pion D4. Donc c'est un coup aux multiples menaces qui a l'air très très dangereux, très très fort. Mais là, donc Vladislav Katchev, bien entendu, a prévu cette réplique, qui n'est pas si surprenante que ça. Et il joue au 15e coup fou G5, donc commençant à déstabiliser un peu les pièces de John. Donc attaquant la dame et posant la question, est-ce qu'on bouge la dame ou est-ce qu'on essaie de se prémunir contre ce fou ? En fait, si on bouge la dame maintenant, il y a un gros problème, Stéphane, c'est que le cavalier va être en prise. Puisque
maintenant que le fou n'est plus en C1, la dame D1 défend la tour 1. Et donc maintenant, pion prend C5 sur fou prend tour, la dame vient reprendre et on a pris un fou et un cavalier pour une tour. Et donc là, on est à 6 points contre 5, c'est-à-dire que les noirs font une mauvaise opération. Donc ici, très logique, F6. Et là, moi ça m'a très très surpris de cette conception. Il joue 16, D prend C5. Tu penses qu'il aurait pu jouer un autre coup, comme fou en C2 par exemple Non, il fallait... Ouais. Donc je reviens sur la position du fallait défendu le pion E4. Le fou G5 est attaqué. En fait, non, il n'y a pas vraiment d'autre coup, mais c'est tout l'ensemble de la phase oui. qui aboutit en fait à la perte du fou de case noire, qui je trouve un peu gênant, puis on prend G5. Donc ici, on a échangé en fait le cavalier C5 contre le fou G5. Là, les noirs maintenant attaquent la tour, ça c'est un fait. Et ils ont pris la paire de fous. Ils ont 2 fous alors que les blancs n'ont plus que fou et cavalier. Mais on peut noter que Vladislav Tkachev a trouvé des choses. C'est-à-dire que la position sur du long terme va être avantageuse pour les noirs, mais il y a encore des éléments rapides. 17e coup, tour B1. Tour B1, alors ça c'est un coup qui, finalement, il se retrouve avec une pression énorme sur la colonne B, puisque maintenant le pion A, le pion C et la tour donc font pression sur le pion B6, qui ne peut pas bouger à cause du fou derrière qui serait pris par la tour. Donc, oui, c'est une sorte de clouage. Donc grosse pression sur ce pion. Et alors, élément très important, comme dit Tarash, le pion F bouge toujours trop tôt, et là le roi noir est très faible. C'est-à-dire quand il n'y a plus le pion F, le roi noir commence à être faible, et c'est surtout ça ce que Tkachev va essayer de mettre en valeur. Tour B1, B5. Alors là, ce pion n'est pas en prise, en fait. Puisque, 2 possibilités, tour prend pion ou fou prend pion. On est d'accord que le pion B5 n'est défendu par rien et attaqué par le fou et par la tour. Alors si la tour venait à prendre le pion, donc cette tour B1 prendrait le pion, le fou B7 viendrait en A6. Avec, en fait, une menace sur le fou, et la dame sûrement prendrait après le pion A5 au final, donc récupérant le pion. Oui, ici les échanges ne sont pas bons pour Vladislav Tkachev. Et si le fou venait prendre, ça laisserait le pion E4 sans protection. Le fou E4 que je vais vous pointer là, qui est en prise par le fou B7. Donc ici, on ne peut pas prendre le pion B5. Vladislav Tkachev joue 18 dame B3, double menace, notamment une qui est très forte, c'est ce pion E6. Dame prend pion E6 avec échec. Avec échec qui fait très mal, puisque une fois qu'on a pris ce pion, on se retrouverait avec un pion de plus et une très belle position. Donc c'est inacceptable, et là, le pauvre Van der Wiel est obligé de jouer un coup fort déplaisant. Au 18e coup, fou C8. Donc finalement, il oblige les noirs à revenir. Donc il a tablé sur cette conception qui donne la paire de fous à l'adversaire, mais qui a cassé un peu l'harmonie des pions noirs, et notamment ce pion E6 maintenant, qui finalement est un pion faible. Et donc il va essayer de faire pression sur ce pion, et on voit aussi que maintenant le pion B5 aussi, pour l'instant, est faible. Le pion B5 est en prise, le pion E6 n'est pas très bien, et les blancs ont un autre atout majeur, c'est le pion C. Donc ici, à mon avis, la position reste équilibrée, peut-être avantage pour Tkachev. C'est une position qui n'est pas encore déterminée. Beaucoup de choses peuvent se passer. Au 19e coup, il joue E5, fermant la diagonale du fou G7. Alors pourquoi est-ce qu'il joue ce coup E4, E5, Stéphane? Alors je pense que ça, donc effectivement, ça enferme le fou, et ça donne aussi peut-être une jolie case au fou blanc de case blanche, qui peut aller sur la case E4, attaquant la tour qui est postée en A8. Voilà. Et libérant aussi la colonne D, du coup, et la deuxième tour pourrait venir sur cette colonne. Donc c'est un coup à intérêt multiple. Oui, ça reflète bien l'idée de ce coup E4-5. Et ici, les noirs jouent dynamique. Au 19e coup, G4, ça commence à devenir assez chaud. Vous voyez que ce cavalier F3 est attaqué par le pion, que le cavalier défendait le pion E5, et donc par contre, par une analyse assez simple, si on bouge le cavalier, on va perdre le pion E5. Et là, on commence une série de coups intermédiaires. Vladislav Tkachev joue fou E4, attaque la tour. Donc là, même topo que précédemment, si le pion G4 vient prendre le cavalier F3, le fou prend la tour. Échange favorable au blanc. Échange nettement favorable au blanc. Tour B8 est joué. Et on continue à harceler les pièces noires avec tour BD1, attaquant cette dame en D8. Voilà, la tour maintenant attaque la dame, ce qui permettra au cavalier de revenir en jeu au centre. Exactement, donc dame C7 a été joué. Il y avait éventuellement dame prend A5, mais ça ne changeait pas radicalement le fond du problème. Maintenant, Tkachev met son cavalier en D4. Et là, vous voyez que on est vraiment complètement dans le jeu de Vladislav Tkachev. C'est exactement sa conception. C'est les pièces aux meilleurs endroits possibles. Alors là, on va les pointer toutes. Le cavalier D4 ne peut pas être mieux placé, menace éventuellement de venir en C6. Le fou E4 a une position merveilleuse, aussi bien du côté défensif vers le roi,
que pour l'attaque. Il contrôle beaucoup de cases importantes dans le camp blanc. La dame B3 également très bien placée puisqu'elle attaque le pion E6 et le pion B5. La tour D1 superbe sur cette colonne. Donc là, toutes les pièces blanches sont au maximum. Et puis surtout, les pièces blanches sont placées au centre. On peut noter que les blancs envahissent le centre en fait. Leurs pièces sont, comme on dit, en général, on veut dominer le centre pour placer ses pièces, puisque un cavalier au centre, il est mieux placé que n'importe où ailleurs. Sauf sur la case F5, la fameuse case de Kasparov, mais là il est très très bien placé ce cavalier. Oui, l'explication du cavalier central au niveau philosophique, c'est qu'un cavalier ça se déplace lentement, hein, ça fait 1, 2, 3, donc c'est pas pour aller sur une zone, il faut qu'il soit proche de la zone physiquement. Le centre étant par définition le centre. Ouais, c'est l'idéal pour aller d'une zone à l'autre. Il peut aller soit à gauche, soit à droite très vite, alors que n'importe où ailleurs, ça serait pas possible. Donc là, en fait, toutes les pièces de Vladislav Tkachev sont bien placées. Alors, au contraire, par exemple pour les Noirs, de ce fou C8, hein, qui pour l'instant a un rôle uniquement défensif. Oui. Donc en compensation, il y a eu la prise d'un pion. Donc ici, je pense qu'on va être obligé de mentionner une variante. Donc le fou E4 est attaqué par la dame E5, ici. Et vient à l'idée, évidemment, la fourchette. Cavalier C6, attaque la dame et la tour. Attaque la dame et la tour, donc on va bien pointer ça. Cavalier C6, fourchette. Et alors sur cavalier C6... Et le fou serait pris aussi, le fou blanc serait pris, et les noirs se retrouvaient quand même avec donc, la paire de fous. On va montrer la variante. Cavalier C6, dame prend E4, cavalier prend B8. Donc là, on est dans une ligne virtuelle, Stéphane. Oui, c'est une ligne possible qu'ils ont dû penser évidemment dans la partie. Et là, on est en train de voir les possibilités. Et là, mon analyse est que dans cette position, donc les blancs ont une qualité de plus, c'est-à-dire qu'ils ont une tour pour un fou, mais il y a un fort coup pour les noirs, qui est donc dame B7. Et maintenant, le cavalier B8 ne peut pas être défendu et ne peut pas sortir, toutes les cases étant contrôlées par la dame. Donc ici, et le cavalier est également attaqué par la dame. Donc le cavalier B8 va être pris. Donc globalement, on va prendre un cavalier et un fou contre une tour. Donc ça, 2 fous contre une tour pour les noirs au final, et c'est vraiment un gros avantage. C'est un énorme avantage. Donc cette variante n'était pas possible pour Tkachev. Et il joue donc un coup très 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 amusant dans cette position. Il a un pion de moins, il n'a pas la paire de fous, mais simplement il joue dame C2. Voilà, qui protège le fou, et aussi le pion C5 qui était attaqué. Ce fameux pion qui peut s'avérer dangereux puisque c'est un pion passé, donc susceptible de pousser pour la dame. Et menace blanche évidemment, cavalier C6, fourchette cette fois. Voilà, cette fois c'est clair, les blancs veulent jouer cavalier C6, fourchette. Donc là, la dame noire bat en retraite, vient sur la case H5. Et là, moi je suis très très impressionné par les coups qui sont joués actuellement, puisque là, au 24e coup, donc tranquille, il a un pion de moins, son adversaire a la paire de fous, j'arrive pas à prononcer son prénom, je vais donc l'appeler Tkachev. Tkachev joue au 24e coup G3, un coup de protection en fait. Un coup tranquille. Coup tranquille de protection du roi. Et quels sont les atouts de la position blanche? Eh bien, on va le voir assez rapidement. Van der Wiel ne sait plus trop quoi faire, pousse son pion passé. On peut rappeler ce que c'est qu'un pion passé peut-être? Oui, un pion passé, donc c'est un pion qui file la dame. C'est tout simplement un pion qui file la dame. Il est protégé par la tour B8. C'est un petit peu le seul atout des noirs dans cette position finalement, hein, puisque les blancs ont centralisé toutes leurs pièces qui sont très actives. Le roi blanc, on peut dire qu'il est très bien protégé, sur case noire par les pions et sur case blanche grâce au fou, qui reste une très bonne pièce défensive. Et le seul atout des noirs finalement, c'est ce pion. Donc Van der Wiel le met en valeur pour essayer de contre-attaquer et créer des problèmes aux blancs, un peu se poser la question, attention à ce pion. Oui, donc le pion passé en fait n'a pas d'opposant pion. C'est-à-dire que là, s'il n'y a pas de pièce sur l'échiquier, le pion file la dame, c'est la définition d'un pion passé. Et là, dame C4, donc on continue un peu à taquiner le pion-pion. Oui, le petit pion là, le petit pion E6. Pion E6, oui. Puisqu'on l'attaque 2 fois maintenant, avec la dame C4 et avec le cavalier D4. Ce pion est cloué en plus. Donc c'est aussi le désavantage d'avoir poussé ce pion. On a donné la case C4 au blanc, et cette dame est peut-être mieux placée en C4 maintenant. Oui, à chaque coup, Vladislav augmente l'énergie potentielle de ses pièces, c'est ça qui est assez joli. Et là, il force John Van der Wiel à jouer fou prend cavalier, puisque la pression devenait trop insoutenable, le cavalier pouvant aller en C6 ou en E6, on décide de l'éliminer. Donc là, les blancs déjà récupèrent, disons, on fait non plus le désavantage de la paire de fous, ils se retrouvent quand même avec un pion de moins, mais ils ont toujours le centre, et on peut noter aussi que le pion C est passé et a peut-être
peut-être plus dangereux que le pion B des noirs. Oui, en fait, je vais faire une analyse qui est à peu près similaire à ce que tu viens de dire. C'est qu'après la reprise évidente au 26e coup, dame prend D4, on peut faire un petit bilan sur cette position. Du côté gauche de l'échiquier, chaque camp a un pion passé. Il y a un pion ici contre un pion là. Et de l'autre côté, il y a 4 pions pour les noirs contre 3 pour les blancs, mais les pions noirs ne sont pas du tout compacts, c'est-à-dire qu'ils sont disloqués, à l'image du pion E6. Le roi noir est beaucoup plus faible, indiscutablement, que le roi blanc. Donc de l'autre côté, malgré la supériorité numérique, c'est le roi blanc qui est mieux protégé, c'est les blancs qui ont l'avantage en fait sur ce côté-là. Donc ce qui va faire la différence, c'est que les pièces blanches sont mieux centralisées, ils ont chacun leur pion passé à pousser, et de l'autre côté, c'est équilibré. Donc le pion de plus des noirs en fait joue un rôle très très mineur dans cette position. Donc chacun avance son pion maintenant. B3 pour Vanderbilt. Donc là Vladislav le stop, tour des deux. Dans le tour des deux. Vous voyez que plus le pion avance évidemment, plus c'est ennuyeux. Donc là, autant le stopper en B2, il ne peut plus avancer. Puisque la case B2 est contrôlée 2 fois. La dame et la tour. Et la tour. Là, le fou ressurgit, puisque le pion E6 n'est plus en prise, avec menace sur la tour F1. Donc, on part et on attaque en même temps. Un coup, là, il y a une séquence qui est assez, qui coule de source, je dirais. Oui, la tour est attaquée, on la met en position de prendre le pion B3, c'est ce qui semble logique. Disons que chaque camp joue les coups... un petit peu naturel. Les coups qu'ils ont envie de jouer. Là, il y a un peu une phase de repos. Les joueurs sont plus à l'affût d'astuces tactiques. On est en train de faire un peu le point sur la position, chacun mettant ses pièces au bon endroit. Et là, au 29e coup, le pion arrive sur la case C6. Sur la case C6. Alors on peut noter c'est une très forte case puisque le fou blanc la contrôle parfaitement. Donc c'est un véritable poison qui est bien contrôlé, au contraire du pion noir qui maintenant est complètement isolé, et qui à terme va disparaître. Le pion B3 est en prise, et on a un petit problème pour attaquer le pion C6, puisqu'il faut l'attaquer avec le fou. L'attaquer avec les pièces lourdes, c'est-à-dire la dame ou la tour, ne sert plus à rien dans cette position. Oui, puisque c'est une pièce légère qui le défend. Donc Voilà. Donc en fait, pour l'attaquer, il faudra remettre en jeu ce fou A6, ce qui n'est pas forcément si simple, en gardant le contrôle sur le pion B3. Puisque c'est aussi un atout important. Donc là, je pense que les Blancs ont quand même gagné un peu la bataille entre les pions passés qui a eu lieu. Dame prend A5, donc 2 pions de plus pour John Vanderbilt. Mais ce pion B3 est virtuellement mort déjà. Oui, alors ici, d'ailleurs, il est en prise, mais il n'est pas pris. Pourquoi ? Et bien sûr, donc là encore, on va montrer une variante virtuelle. Si les Blancs prennent le pion. Si les Blancs prennent le pion B3, à mon avis, il y a tour F en D8, qui attaque la dame. Et ensuite la tour. Et ensuite la tour. Tout simplement. C'est-à-dire que si la dame venait à bouger, la tour D2 serait attaquée 2 fois, et donc les noirs gagneraient une tour. Simplement, le pion B3 a été défendu de manière indirecte par John Vanderbilt. Donc Vladislav Tkachev va l'attaquer encore une fois. Il va rendre la colonne D aux noirs, mais il sait que s'il arrive à prendre ce pion B3, le pion C6 va devenir un atout énorme dans cette position, puisque les noirs n'auront pas d'équivalent. Fou B5. Donc fou B5 attaque ce fameux pion maintenant. Voilà, donc là si on vient à prendre le pion B3 avec les blancs, les noirs vont prendre le pion C6, ce qui n'est pas acceptable. Donc là, Vladislav encore une fois le défend indirectement, puisque si les noirs maintenant prennent le pion C6, la dame A5 est perdue tout simplement. Oui, donc impossible de prendre ce pion C6 qui est défendu, et impossible également de défendre le pion B3. Donc ça y est, en fait, la bataille est gagnée. En plus, on attaquait le pion E6, oui, chose que j'ai oublié de mentionner, c'est un coup aux multiples fonctions, le pion E6. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir les pièces centralisées. Cette dame en E5, c'est une dame centralisée, et elle attaque à la fois sur la gauche, elle attaque aussi le pion E6, et elle a une action vers le roi adverse, alors que la dame noire n'a une action que du côté de l'aile dame. Oui, donc là, les pièces blanches dominent la situation, tour prend pion B3, la réplique est forcée, le fou B5 est en prise. Et donc là, défense du fou, mais maintenant ce pion C6 s'avère proche de la promotion, donc proche de fer dame. C'est un véritable poison, il peut pousser en C7, il peut créer des menaces, et à tout moment s'avérer décisif. Il y a un élément déterminant dans la position blanche, je pense que la dame en E5, donc on a donné ses fonctions au coup d'avant, qui est très très bien placée, ne peut plus être attaquée, ni même menacée d'être échangée. Il n'y a plus de moyens pour les noirs, il faut vraiment que les noirs se réorganisent rapidement, puisque cette dame est très forte, le pion C6 est très fort, donc tout est passé sous contrôle blanc en fait, malgré la supériorité matérielle des noirs. Donc tour B2, tout simplement pour éviter que le fou noir puisse attaquer cette tour sur case blanche. Je pense que c'est plus profond que ça quand même. En fait, on joue tour B2, c'est un coup défensif,
effectivement peut-être de la prophylaxie pour pas que la tour ne soit attaquée sur case blanche, mais c'est surtout le débat a été recentré au niveau du pion F2. Ah oui, pour Dans contrôler cette aussi, pour défendre ce pion F2 qui Pion F2, pourrait, on voit qu'il était attaqué par la tour F8 et qu'il menaçait d'être attaqué éventuellement par cette dame, la dame A5, qui pouvait revenir en B6 pour attaquer le pion F2. le pion F2, oui. Donc Vladislav Tchatchev, en fait, n'oublie jamais le principe numéro 1, indispensable aux échecs, c'est la défense du roi. Et là, il joue un coup prophylactique, c'est-à-dire tour 3 B2, coup qui est apparemment anodin, en fait, se révèle très très important. Tour E7 est joué ici, et au 34e coup, tour D1. Donc là, évidemment... On récupère la colonne D, oui. et on menace peut-être de jouer cette tour maintenant sur la fameuse 7e rangée très dangereuse. Tour en D7, protégé par le pion C6, qui peut s'avérer éventuellement très fort. Tour D7 n'est Pas tout de suite, pas tout de suite possible, mais c'est dans l'air. C'est dans l'air. L'idée principale de tour D1, c'est de se prémunir contre l'échange des dames. Donc on va voir la suite de la partie. Tour E7 avait une idée, c'était de jouer dame C7. Donc maintenant, la dame vient en C7. Chasser le deuxième élément très fort de la position blanche, c'est la dame E5. Maintenant que la dame a été défendue par cette tour. Et ici, Vladislav Tchatchev s'est prémuni de cet échange. Et il joue 35e coup, tour D6. Donc une sorte d'interception. Et qui protège aussi le pion C6, qui empêche l'échange des dames, et qui fait pression sur le pion E6. En fait, il pénètre dans le camp adverse, tout simplement. Il menace probablement de mettre la deuxième tour sur la case D2 et de faire une invasion En D7. en D7 Finalement. qui serait qui serait décisive. Enfin, pas tout de suite, mais disons que ça serait une pression très difficile à contrecarrer pour les Noirs. Oui, disons que là, la position commence à être très très dure à gérer côté noir. Vraiment, il a pris toutes les cases. Toutes les cases centrales, il en a gardé le contrôle. On l'avait dit au début, hein, c'est très dangereux d'affaiblir les cases noires. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les noirs n'ont plus rien sur case noire. Et les pièces blanches s'y sont incrustées. Oui, c'est aussi pourquoi cette dame est très forte. Elle ne peut pas être délogée puisque les cases noires ne sont plus du tout défendues. On ne peut pas jouer le coup F7, F6 non plus avec les pions. Il n'existe plus, ce fameux pion. D'où ce qu'on expliquait au début, c'est effectivement la faiblesse de ces cases noires, ici très bien démontrée par les blancs. Oui, par un placement de pièces astronomique. Donc là, 35e coup, dame ça c'est un A5. aveu d'impuissance, Éloi, parce que quand un joueur comme ça revient sur une case, là on peut imaginer que Vladislav puisse remettre sa tour sur la case D1, et les Noirs rejoueraient le coup dame C7. Donc c'est quand même un aveu de faiblesse quand on revient comme ça sur une position. Quand on permet à l'adversaire de répéter les coups, c'est qu'on n'espère pas plus que faire partie nulle. C'est vrai, mais d'un autre côté, ça peut être un élément aussi psychologique. C'est-à-dire qu'on peut inciter notre adversaire à croire qu'on est d'accord pour faire nul, et au coup suivant, changer de coup. C'est-à-dire ça peut être une sorte d'intox qui a été utilisé par les Russes pendant très longtemps. Je sais que Kasparov dit toujours « je répète la position d'abord et je réfléchis après ». Oui. Voilà, ce qui résume bien la situation. Tour B en D2. Donc maintenant, ça y est, les deux tours sont postés idéalement sur la colonne D, la colonne ouverte. La menace est probablement de jouer tour en D7, qui a l'air d'être un coup très très fort. Très très fort. Et tour D7 est au programme. Donc évidemment, on l'a déjà dit beaucoup de fois dans Diagonale, la 7e rangée est très importante. C'est-à-dire qu'on s'attaque directement au roi Oui, noir. on peut imaginer tour D7. Si les noirs reprennent, on prendrait de la tour. Et la menace dame G7 mat gagnerait très vite la partie. Alors, petit inconvénient à ta variante, Stéphane. Après tour D7, tour prend D7, tour prend il y a D7, effectivement des menaces. il y aurait mat en deux coups. Oui, il y aurait des maths. On peut mentionner, c'est que si cette dame en A5 vient sur la case E1, avec ce qui peut échec. arriver, Ouais. le roi devra monter en G2, et là on plantera le mat Dame de José, Oui. la rubrique de la dernière fois. Ouais, dame Exactement en F1, échec mat-là. les maths. Ouais, tout à fait. Voilà, donc faut faire attention, tour D7 évidemment. n'est pas d'actualité. Ouais. Les deux rois sont un peu dans le vent, et c'est là que tourne le débat. Dame A3 de John Vanderville, et Vladislav Tchatchev trouve encore un très joli coup. Après dame A3, on sent que son roi est un peu dans le réseau. Ce pion G4 est une vraie plaie pour les blancs, puisque le pion G4 contrôle les cases F3 et H3. Donc ça met le roi blanc dans une sorte de boîte. Et là, ouverture de la boîte avec H4 qui crée une case pour le roi. Donc là, il va y avoir une prise en passant. Oui. Pour la plette. Ah oui, c'est vrai que la plette ne fonctionne pas sur la prise en passant, la fameuse prise en passant. Donc là, le pion blanc vient de jouer un coup normal qui est H2 en H4. Et le coup d'après, les noirs ont le droit de considérer que ce pion est encore sur la case H3. Ça s'appelle la prise en passant. Donc on prend le pion H4, tout simplement, sur la case H3. Voilà. Et le pion disparaît, pas sur la plette, parce que la plette a un petit problème qu'on réglera bientôt, espérons-le. G prend H3 et là, Vladislav Tchatchev continue et il joue au 38e coup roi H2. Prophylaxie
prophylaxie en fait. Tout C'est-à-dire simplement. qu'il évite les échecs, et le roi est plus sécure, comme on dit, sur cette case H2. Et bon, le fou blanc contrôle les cases blanches à côté. La seule case faible, le prix du roi, c'est la case G1 finalement. Mais on voit mal comment les noirs pourraient venir sur cette case. On pourrait y venir, oui, tout à fait. Donc 38 roi H2, le roi blanc parfaitement protégé, le pion C6 toujours en état d'avancer. Oui, la menace peut être aussi de dame C1. Dame C1, coup aux multiples fonctions. On va pointer, puisque ça revient à la défense de ce pion-là. Éventuellement, ça veut passer en F1 pour attaquer le pion F2. Donc il y a un coup, en fait, Vanderbilt remet sa dame en jeu. Oui, il essaie de harceler le roi blanc, qui ça reste son seul espoir finalement, puisque sur positionnellement sur les autres secteurs de jeu, il est complètement dominé sur la position. Oui, c'est-à-dire que ces pièces sont toutes, elles sont derrière les pions, elles sont mal placées, ces pièces sont pas dangereuses. Et le dernier élément que les noirs pourraient avoir, c'est le pion A6. Mais on est quand même très très loin d'une menace. Donc là, Vladislav Tkachev profite encore une fois de la force de la centralisation des pièces, puisqu'il va mettre sa case tout simplement sur une autre case centrale. Il triple sur la colonne D. Triple sur la colonne D et encore un coup aux multiples fonctions, puisque ça défend le pion F2. Le fameux pion F2, qui est un des enjeux, l'unique option pour le contre-jeu noir. Donc, et maintenant, on peut imaginer des coups aussi comme tour D8. La tour pourrait venir éventuellement sur la case D8, toujours éventuellement sur la case D7, faut voir. Enfin, donc la tour en D8, ici, on va le pointer. Voilà, la tour pourrait venir en D8 avec des menaces d'échecs et d'invasion du camp noir. Oui. Dame 1. Tour C2, là, ça y est, on continue à construire. Alors, toutes les pièces blanches se défendent entre elles mutuellement. On voit que le fou E4 est défendu par la dame D4. On peut faire un petit schéma logique. Une très belle centralisation. Moi, j'aime beaucoup dans cette partie. La dame, le fou défend la tour. J'aime beaucoup dans cette partie, Éloi, c'est la centralisation des pièces des blancs. On voit vraiment la force du centre dans cette partie, quoi. C'est les pièces centrales, malgré le pion tout à l'heure, il y avait le pion de plus, il a fini par tomber. Et Vladislav n'a pas arrêté de jouer sur le centre avec des pièces au centre. Et on voit la force que ça dégage. Oui, en fait, il faut un élément en plus. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces pièces au centre qui sont très fortes, mais sans le pion C6, ça n'aurait pas de sens. Ça aurait beaucoup moins d'effet. Ça serait un sens plutôt défensif. Là, c'est vraiment offensif. Ouais, donc là, le tour C2, ça menace de jouer C7 et C8, dame. Oui, le fameux pion passé. Voilà. Qui n'a plus d'opposant et qui demande qu'à avancer jusqu'à la promotion. Et là, je crois que c'est la gaffe. Eh non, pas encore. Pas encore. Tour E, F7. Donc, il continue, il joue son va-tout sur ce pion F2. Qui, cette fois-ci, commence à attaquer 3 fois par les 2 tours et par la dame, qui attaque le pion F2, alors qu'il n'est défendu que 2 fois. Donc là, un petit coup tranquille. F2, F3, voilà, tout simplement, ça empêche les tours d'avoir accès à la case F2 et c'est protégé par le fou. Donc ici, plus de problème. Fou E2, on continue à l'attaquer, mais là, problème justement, puisque c'est la dame qui a empoisonné l'existence des noirs. Et là, problème. Vient se placer sur la case E3, ici. Tout simplement. Clouage, attaque, double attaque du fou E2. Et si le fou bouge, évidemment, si le fou bouge, en prenant par exemple le pion F3, eh bien, la dame noire est perdue. Donc, en fait, les noirs perdent leur fou, finalement, en essayant de jouer leur va-tout, qui était finalement d'essayer d'attaquer ce roi blanc, pardon. Mais ils étaient obligés, parce que la menace des blancs, C7 et C8, était maintenant imparable. Il fallait essayer de trouver quelque chose, et finalement, ils perdent une pièce. Disons que fou E2, c'est un peu pour le public. Je pense que, au lieu d'abandonner dans une position qui semble obscure, éventuellement, il joue fou E2, pour éclaircir un peu pourquoi il a perdu. Sachant bien que de toute façon, sa position n'offrait aucun espoir un coup auparavant. Voilà, donc finalement, gain de pièce et puis toujours ce pion C6 qui va aller à dame très vite. Les blancs conservent en plus tous leurs atouts. Tous leurs atouts. Ici, il n'est plus question de continuer la partie. Donc abandon des noirs qui n'ont plus de jeu, qui n'ont plus simplement de plan possible à leur disposition. Donc très jolie partie sur le thème du centre et du pion passé. Finalement. Oui, le centre et le pion passé et surtout la connexion entre les pièces, un peu toutes ces interactivités de pièces. Vladislav Tkachev est un vrai spécialiste, un véritable artiste dans ce domaine. C'est sa grande théorie. Si vous avez l'occasion de le voir ou de lui en parler, il est très prolixe, ça se dit ? Oui, tout prolixe à fait, à ce sujet. Il aime beaucoup parler de sa conception des échecs. Et là, c'est une belle démonstration supplémentaire. Voilà, donc très jolie partie. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et on va passer maintenant. Maintenant, ça va devenir une habitude, Éloi, je crois, parce qu'on a. Nous avons une rubrique. Un petit José. Un petit José. Donc on va lancer la rubrique de José. Voilà, la rubrique de José maintenant.
Voilà, donc la rubrique de José. Bonsoir José alors. Bonsoir Stéphane, bonsoir cher internaute, bonsoir Eloi. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir? Alors en fait ça va être un peu la continuité du thème de la dernière fois sur la prise de décision. Parce que bien sûr, en une séance on n'a pas le temps de tout voir, en une petite rubrique, et même c'est un sujet très vaste, donc quel coup jouer dans notre position, c'est un sujet très vaste. Alors on avait vu quand même, disons, notre but c'est donner un peu une méthode, un peu pour répondre à cette question, quel coup jouer dans une position bien donnée. Alors on avait dit, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'il ne faut pas jouer le premier coup qui passe par l'esprit sans analyser. Puisque bon, une fois on peut avoir de la chance, mais pas plus. Ensuite on avait dit une autre recommandation, c'était de ne pas analyser le premier coup qui venait à l'esprit. Parce que bon, il y a peut-être des coups plus intéressants à analyser d'abord, et donc c'est pour ça qu'on avait fait une liste de coups candidats. C'est-à-dire il était nécessaire de faire une liste des coups candidats. On avait aussi précisé nous ne sommes pas des ordinateurs. Comme disent les gens de la science cognitive, nous avons une rationalité limitée, c'est-à-dire on ne peut pas traiter toute l'information, on ne peut pas tout analyser. Donc il faut se restreindre et faire une liste restreinte de coups. Et pour ça, on s'était posé une question. Alors je ne sais pas si tu te souviens de la question que s'était posée d'abord. La dernière fois, c'était quelle est la menace? D'accord ? Quelle est la menace? Quelle est la menace permet de restreindre ces coups. C'est la première question sur laquelle j'aimerais revenir pour que ce soit bien clair. Il faut parer la menace. Si un adversaire menace Matt, il est nécessaire de parer cette menace avant tout. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on va prendre une petite position, si vous voulez bien, avec ce problème. Voilà, donc si on peut mettre maintenant sur la vidéo la position de José d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est une position qui est tirée de la pratique, je crois, José. Alors moi, toujours, en fait, j'essaie que ce soit un peu réel. Et donc c'est une partie assez ancienne de 1954 qui a été jouée à Berlin entre deux amateurs également. Donc on rigole un peu parce qu'au début j'ai fait croire que c'est une partie d'Eloi et il s'en souvenait plus, il avait raison, c'est pas lui qui l'a joué. C'est une partie d'amateurs. Alors dans cette position, on voit bien que la case devant le roi est un peu faible. Alors attends, José, oui, parce que je crois oui. que la position n'est pas encore. La position n'est pas encore. Voilà, ça y est. Donc on voit la position. Voilà. Donc la case devant le roi, la case G7 est un peu faible. Devant le roi noir. Hein. Devant le roi noir. Parce qu'il y a une batterie, c'est ce qu'on appelle une batterie, avec le fou et la dame, qui contrôle cette case G7 et qui menace le roi. Donc le roi est en grand danger. D'autre part, on voit aussi que la tour en D3, sur la 3e rangée, est très bien placée et peut venir aussi aider à attaquer le roi noir. Donc la position semble très menaçante. Les blancs menacent de prendre en G7 et de faire mat. Je pense qu'il faut, oui, voilà. Donc on en vient en fait que c'est au noir de jouer. Oui, bien sûr. Cette position. Parce que si c'était au blanc de jouer, il y aurait dame prend G7 mat. Voilà, dame prend G7 mat. Donc la menace est très forte. Donc bien sûr, on ne peut pas jouer un coup. Alors est-ce que tu peux montrer un coup qui serait complètement à l'opposé de l'échiquier? Je crois que c'est clair pour tout le monde. Un coup comme un 5 perdrait tout de suite puisqu'il y a dame prend G7. Donc ça va limiter les coups possibles. Alors les coups. Le premier coup, c'est de prendre la dame. Bien sûr, ça c'est le coup qu'on regarde. Oui, parce que là, il y a plus de. Si on prend la. Petite erreur technique. Oui, erreur technique qui est assez ennuyante. Donc, si on prend la dame avec le pion, tout simplement, donc José. Si on prend le pion avec la dame, on évite dame prendre G7 mat. Voilà, on évite dame prendre G7 mat. L'autre coup aussi qui peut parer un mat rapide, c'est un échec, par exemple. Souvent, bon. Donc peut-être que le mieux c'est de donner cette position avec le trait au noir. D'accord, donc je vais reparamétrer très vite. Enfin, vite fait reparamétrer cette petite erreur. Oui, parce que là, voilà. Sinon c'était impossible de montrer donc là, la menace. Voilà. G prend F6, voilà. G prend F6, c'est le premier coup qu'on a analysé. Le deuxième maintenant, c'est un échec, c'est dame E1 échec. Voilà. Je pense que avant de passer à dame 1 échec, il faut peut-être expliquer pourquoi pion prend F6 ne marche pas. Alors non, justement. D'accord. D'accord. Voilà, justement là, Eloi fait la faute, ne pas analyser au premier coup un coup, mais plutôt de faire une liste des coups candidats. D'accord. Et ensuite d'analyser coup par coup. Donc de bien faire une méthode bien stricte. Donc dame 1 est un coup candidat. Il y a pion prend F6 et dame 1, et il y a un autre coup aussi qui parle mat, qui est intéressant, c'est dame G4. Bon, donc la dame est en prise, mais le mat est paré. Donc bon, on va revenir analyser. Alors le coup. Il y a dame 1, il y a d'autres coups, José. Il y a dame F1, dame prend F2. Dame D1, dame prend F2. Et il y a aussi dame D1 échec. Voilà, dame D1 échec. Mais bon, j'ai sélectionné finalement 3 coups possibles. Je pense que c'est une bonne moyenne, 3 coups. Puis si vraiment dans ces 3 coups il n'y a pas la solution, on va chercher un peu ailleurs.
Mais comme j'ai dit, on a une rationalité qui est limitée, donc on ne peut pas analyser tous les coups possibles. Donc il faut restreindre une liste à 3 coups, et on la restreint en fonction de la question, quelle est la menace. Donc on va d'abord regarder G prend F6, qui paraît le coup le plus normal, tu l'as souligné, on prend la dame, et Oui, c'est puis si jamais c'est bon, on a En gagné. général, on est content quand on prend la dame. Hein. Voilà. Avec la dame des copains. Alors, donc maintenant, bien sûr, là les blancs peuvent jouer tour G3, échec. Donc la tour peut venir en G3 avec Voilà. échec au roi. Échec au roi. Alors, peut-être tu peux montrer la tour, l'action de la tour, Éloi. L'action de la tour, Tac, tac. remarquable. Voilà. Donc maintenant, bon, ce n'est pas le seul coup, mais il y a un coup d'interposition, mais sinon roi H8, ça paraît le plus normal. Et maintenant, le fou qui se réveille et qui vient administrer un mat. Un jeu Voilà, mat. donc Mat, super mat, c'est la tour. on donne la dame finalement, on donne la dame Pour mater, en fait. pour mater. Alors on avait bien vu au début, l'action du fou et de la dame conjointe sur la grande diagonale est très forte. Donc, il faut bien sûr trouver un autre coup paré. Alors maintenant, on va analyser notre deuxième coup candidat, qui est dame E1 échec. Alors, maintenant, bien sûr, tu vous l'as tous remarqué, la dame est en prise. Donc les blancs pourraient Oui, prendre la dame. on pourrait sauter sur l'occasion Voilà, et sauter prendre sur la l'occasion, dame. prendre également la dame. Mais à ce moment-là, les noirs récupéraient la dame. Et la position des noirs est sauve puisque le fou a quitté la grande diagonale. Donc il n'y aurait plus le mat il y aurait avec plus le le fou mat prend en F6. fou, Donc, Exactement, il n'y a plus le mat. Donc finalement, c'est un sacrifice de déviation dame E1. D'accord, ça dévie l'action du fou. Donc maintenant, bien sûr, les blancs peuvent mettre à l'abri de leur roi, donc jouer roi H2. voilà, évitant de prendre la dame pour garder les menaces de mat finalement. Voilà, pour garder les menaces de mat. Maintenant, la position elle est même que tout à l'heure, et il faut trouver un coup pour les noirs. Et maintenant, le seul coup possible, c'est de donner la dame contre le fou pour éviter le mat. Et là, ça me permet Maintenant, trop la de- dame reprend sa compagne, quoi, finalement, son adversaire. Et là, les blancs sont mieux. Les blancs ont probablement une position Voilà, gagnante. probablement une position gagnante, techniquement un peu difficile, mais gagnante. Donc, ces deux premiers candidats n'ont pas porté leurs fruits. Donc finalement, si on s'était limité au départ à ces deux coups possibles, bon ben, il aurait fallu en chercher d'autres. Comme on en a vu un troisième, on va regarder ce troisième coup possible, qui est dame G4. Déjà Alors- qui paraît surprenant. hein. Alors ça paraît surprenant, mais déjà, il faut voir que ça part G7. Alors est-ce qu'avec une flèche verte, tu peux nous montrer, ou rouge, tu peux nous montrer que ça contrôle la case G7? Et ça a aussi une autre vertu, ça menace mat en G2. C'est une contre-menace. Donc souvent les coups qui sont comme ça de contre-menace sont Ils sont très forts. hein. très fortes. Voilà, l'action Et- conjuguée aussi du fou et de la dame menace mat. Bon, bien sûr, le coup ici paraît aberrant, dame G4, puisque les blancs pourraient prendre la dame simplement et puis on prend G4. Mais là, il s'est passé une transformation, c'est que maintenant la colonne G est bouchée pour la tour. On remarque que maintenant les noirs peuvent prendre la dame. Alors maintenant, tour G3, tu peux montrer que Tour G3 ne fait plus échec. fait Là, c'est plus plus échec, échec puisque le pion puisque gêne. le pion G4 que tu peux indiquer en rouge. D'où la beauté de ce coup dame G4, La beauté de ce coup dame G4. surprenant. Surprenant. Et surprenant, finalement, si on n'avait pas mis sur la liste des coups candidats, bon, mais est-ce vraiment la solution? Parce qu'il y a d'autres coups possibles. Tout à l'heure, Stéphane mentionnait un autre coup que la prise de la dame. Donc H prend G4. Donc là, ici dame G4. Voilà. Maintenant, un autre coup qui est tour G3, finalement. Voilà. Donc maintenant, tu peux montrer que les blancs, finalement, par interposition, attaquent toujours par rayon X le roi. Et là, on peut toujours pas prendre la dame blanche puisqu'on se retrouverait après tour prendre Voilà. dame Voilà. dans le même mat Comme tout à l'heure. que tout à l'heure. Donc maintenant, il ne reste plus aux noirs de sacrifier leur dame contre la tour, toujours. Part toujours le mat en G7 et menace toujours en G2. Et donc là, les blancs reprennent la dame et les noirs prennent la dame et ils se retrouvent avec 2 tours de plus et ils ont gagné la partie. Donc très jolie défense à base Très jolie de sacrifice de dame. Et il faut voir aussi qu'on peut après prendre la tour. Donc Oui. ça fait ces deux coups subtils finalement. Ouais. Mais deux coups subtils, mais quand on a trouvé le premier, après l'enchaînement semble logique. On sacrifie une fois la dame, pourquoi ne pas la sacrifier 2 fois, en plus avec prise de la tour. Donc voilà, donc en plus ça élimine une pièce d'attaque. Donc Conclusion. Donc, la conclusion, c'est la nécessité de faire une liste de candidats qui ne se limite pas à un coup, on l'a dit, il ne faut pas jouer le premier coup qui nous passe par l'esprit, ne pas analyser le premier coup qui nous passe par l'esprit, mais faire une liste de candidats en harmonie avec la position. Voilà, donc une liste un peu... Oui, alors pour moi, cet exemple a un autre effet intéressant, c'est ça peut être la façon de trouver un coup par une méthode d'exception.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que les premiers coups envisagés perdent. On a vu pion prend F6, on se fait mater très vite. Dame en échec, on perd aussi la partie. Et donc ça nous encourage à chercher encore une nouvelle possibilité un peu aberrante, je dirais. Qui est, Qui est donc finalement le Dame G4. Le coup surprenant. Donc ça peut être un exemple qui, vu des deux manières, aussi bien la méthode qu'on appelle d'exception en Russie que la méthode des coups candidats mentionnée par C'est-à-dire, en tout cas, cette recherche de coups candidats permet de trouver des coups exceptionnels. Je vois que voilà. Donc, très, très jolie démonstration, José. Donc merci. Bon, merci. Merci de José. m'avoir invité. Et bien, À la semaine prochaine, À la donc. semaine prochaine, et espérons sur le même thème avec un peu plus d'évolution. Ciao, ciao. José en pleine forme ce soir, Éloi. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut dire alors, c'est que la semaine prochaine, on risque d'avoir, alors je dis on risque parce qu'on va essayer, c'est bien. mais on risque d'avoir une interview exceptionnelle. Interview exceptionnelle puisqu'il s'agit du champion du monde, champion du monde d'échecs, donc Alexander Kalifman, Oui, donc que nous allons probablement rencontrer demain à l'anniversaire de la fédération. vieille FIDE, ouais, de la vieille, ouais, qui a 75 ans. 75 ans, tout à fait, la vieille dame, hein, un peu comme la Juventus, quoi, comme on dit. Donc, ouais, l'anniversaire de la fédération internationale qui a lieu à Paris, place de la Concorde, demain samedi, avec Éloi, pas mal de beau monde, puisqu'on va retrouver Etienne Bacrot, je crois. La championne du monde, La Xi Yun. championne du monde féminine, Xi Yun. Alors, faut rappeler, on a beaucoup parlé de Judith Polgar. Elle n'est pas championne du monde parce qu'elle joue pas le championnat du monde féminin. Hein. Oui, disons que on peut faire un parallèle entre Judith Polgar et Garry Kasparov. Aucun des deux ne sont champions du monde, mais ce sont tous les deux les meilleurs joueuses du monde. Ouais, tout à fait. Et elle considère aussi que elle préfère lutter pour le championnat du monde toute catégorie, qu'elle estime c'est le seul titre. En tout cas, le seul titre qui l'intéresse. Qui l'intéresse. Puisqu'elle est clairement, dans les échecs féminins, en train de dominer assez nettement la situation. Donc on verra donc Xi Yun, qui est quand même une très forte joueuse, hein, chinoise, et puis on a parlé aussi de la Chine, le réveil de la Chine, c'est une des démonstrations, une des confirmations de ce réveil. Et puis donc du beau monde, quoi. Donc il y aura aussi Ponomariov, le petit Ukrainien qui a battu le record d'Etienne Bacrot en précocité. Grand maître à 14 ans et un mois de moins, je crois, quelque chose comme ça. Oui, ça s'est joué à quelques semaines près. Quelques semaines le près. titre, le record du plus jeune grand maître du monde. Qui a été battu depuis encore, je crois. Non, alors qu'il n'a pas été battu, mais par contre, il y a un espoir donc chinois, Oui. qui a 13 ans, qui a fait 3 normes de grand maître, dont une n'a pas été validée, puisque le tournoi était sur une durée trop courte. Enfin, pour une obscure raison de règlement, le jeune chinois de 13 ans ne sera pas grand maître au prochain congrès de la FIDE. Mais de toute façon, on est très fort, de plus en plus jeune. C'est une remarque qu'on est obligé de se faire quand on voit les âges records. Voilà, donc demain, c'est 8 places de la Concorde, je crois que c'est l'Automobile Club de France, 75e anniversaire de la FIDE avec le président et des grands maîtres, et je crois qu'une petite manifestation sympathique, et on va essayer de rencontrer Kalifman et puis on verra. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vous verrez le résultat. Voilà, donc la semaine prochaine, merci d'avoir suivi Diagonale ce soir.